Cool. Ouais. Moi, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Bonjour à tous, du coup, je m'appelle Marianne Knager, je suis docteur junior à Colmar. Marianne. Il y a des fans. Ouais. Allez. Attends. J'attends. C'est pas parce que tu as Colmar, la voisine, que tu dois tout te permettre. 3, 2, 1, go. Donc, je vais vous présenter le travail de ma thèse qui portait sur l'impact d'une infection suspectée lors d'un épisode d'insuffisance cardiaque aiguë. Quelques petits points rappel de contexte. L'insuffisance cardiaque aiguë, c'est le premier motif d'hospitalisation non programmée chez le patient de plus de 65 ans et on estime que la mortalité à 30 jours atteint les 10% chez le patient hospitalisé. L'infection, c'est la deuxième cause de mortalité intra-hospitalière chez l'insuffisance cardiaque aiguë. L'objectif principal de ma thèse, c'était d'évaluer l'impact d'une infection suspectée lors d'un épisode d'insuffisance cardiaque aiguë. Et le critère de jugement principal, c'était la mortalité intra-hospitalière en fonction du statut infectieux des patients. Les caractéristiques de l'étude, c'était une étude monocentrique, rétrospective et observationnelle. Elle s'est déroulée sur l'année 2020 et on a pris en compte, on a inclus les séjours hospitaliers de patients adultes se présentant aux urgences de Strasbourg avec un diagnostic principal d'insuffisance cardiaque aiguë. Voici le flowchart de l'étude. Je ne vais pas le détailler complètement, mais il faut retenir qu'on a inclus au total 1359 séjours hospitaliers. Et je parle là de séjours hospitaliers et pas de patients, puisque certains patients sont présentés plusieurs fois au cours de l'année, créant plusieurs séjours hospitaliers qu'on a pu inclure. Donc sur ces 1359 séjours hospitaliers, 443 avaient un trigger infectieux suspecté. Parmi ces 443, 63 une infection Covid et 86 une bactériémie avérée. À partir de la cohorte principale, on a divisé deux sous-groupes, donc les patients avec la suspicion d'infection et les patients sans suspicion d'infection. Donc ce tableau, j'ai remis là quelques caractéristiques qui sont revenues significativement différentes. J'attire votre attention sur notre critère de jugement principal, donc la mortalité intra-hospitalière. Il y avait quand même un ratio presque de 3 entre les deux sous-groupes, puisque les patients infectés avaient un taux de mortalité de plus de 20%. On a pu suivre les patients sur un peu plus de 2 ans. Donc la courbe A représente les patients sans suspicion d'infection et la courbe B les patients avec une suspicion d'infection, c'est des courbes de Surrey, pardon. Et donc on voit qu'à 2 ans et demi, il y a quand même toujours une grosse différence entre ces deux groupes, puisque les patients infectés ont un taux de décès de 50% contre seulement 40% pour les patients non infectés. Et enfin, on a pu faire des analyses multivariées avec définir des odds ratios. Donc, en fonction du trigger sur la mortalité intra-hospitalière, le trigger infectieux a quand même un odd ratio à 1,8, sachant qu'au-delà de 1, c'est en faveur d'un surrisque de mortalité. Donc, on voit que c'est largement en faveur d'un surrisque de mortalité. Donc, on a pu montrer avec cette étude que les patients hospitalisés pour une insuffisance cardiaque aiguë avaient un risque de mortalité presque doublé en cas de trigger infectieux. Pile poil. Bravo. Bravo. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Pauline Muller, je suis interne en médecine d'urgence rattachée à la fac de Nancy, et puis quand vous voulez. Voilà. Ok. Alors, je vais vous présenter, moi, mon travail de thèse, qui est donc un état des lieux sur les compétences sur le toucher vaginal de la parturiente par les médecins urgentistes du Grand Est. Bien que l'accouchement inopiné extra-hospitalier soit un motif d'intervention rare, le rôle du SMURiste est fondamental dans sa prise en charge. Il existe de nouvelles recommandations préconisant la réalisation d'un TV chez la parturiente pour juger de l'imminence de l'accouchement et ainsi en décider l'orientation. Le TV est un geste technique complexe et aucune étude n'existe à ce jour dans la littérature témoignant de la compétence de l'urgentiste à sa réalisation. Il s'agit d'une étude réalisée auprès des urgentistes du Grand Est, soit présents lors du dernier Comuge à Nancy l'année dernière, soit inclus directement depuis mes terrains de stage, toujours dans le Grand Est.
Chaque participant a réalisé 5 TV différents via des boîtiers de simulation. Et l'objectif principal de l'étude était donc d'évaluer la capacité des médecins urgentistes à trouver une dilatation par le biais du TV. Donc au total, c'est 100... Oh pardon, je me suis trompée en fait. Vous avez loupé une diapo du coup. Au total, c'est 152 participants, majoritairement des femmes, âgées entre 30 et 39 ans, praticiens hospitaliers, dont la médiane d'expérience est à 6 ans. À noter que parmi les participants, il y a 1% qui ont bénéficié d'une formation antérieure de sage-femme. C'est seulement 30% des participants, donc des urgentistes, qui ont connaissance des dernières recommandations. Le TV a été réalisé systématiquement dans 52% des cas. Dans 99% des urgentistes ayant participé pensaient être incompétents pour réaliser un TV. Et sur 93% d'entre eux exprimaient le fait le souhait d'être formés de formation complémentaire. Alors, merde. À propos du TV à proprement parler, les dilatations majoritairement trouvées étaient le col fermé, soit 0 cm, qui représente 92% de réussite, et 2 cm, 50% de bonnes réponses. Au-delà de 2 cm, on observe une tendance à la sous-estimation des TV. Seulement 3% des urgentistes, dont 1% d'anciennes sages-femmes, ont trouvé les 5 dilatations, et la médiane est de 2 bonnes réponses sur 5. L'étude a permis de mettre en évidence de façon statistiquement significative certains facteurs de performance. Ainsi, les résultats au boîtier étaient meilleurs dès lors que le participant avait reçu au moins une formation, quelle qu'elle soit, avec connaissance des dernières recommandations, ou s'il avait déjà utilisé ce type de boîtier. L'étude a montré que la majorité des participants ne connaissaient pas les dernières recommandations et souhaiteraient des formations complémentaires, notamment avec ce type de boîtier. La simulation semble donc apporter un réel bénéfice en accord avec la littérature en termes d'amélioration des compétences techniques. Concernant les limites de l'étude, on peut citer le fait qu'elle soit prospective et limitée au grand test. Il ne me restait qu'une diapo. Vas-y, un mot juste pour finir. C'est juste qu'il faut encourager la simulation. La simulation apporte vraiment un réel bénéfice et puis voilà. C'est très bien. Merci beaucoup. Pauline. Non, c'est pas encore. On attend. Bonjour, du coup, moi je suis Camille Moslar, docteur junior à Reims. Quand vous voulez. On attend juste les diapos. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ah si, c'est bon. Non, c'est pas bon. T'as une flèche retour normalement. En rouge. C'est bon. Merci. C'est bon ? 3, 2, 1, go. Mon travail de thèse porte sur l'évaluation du score News 2 lors de la réception du bilan des premiers secours au centre 15. Il s'agit d'une étude rétrospective. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. À ce jour, aucun outil de triage préhospitalier standard et objectif n'est utilisé par les acteurs du centre 15. Le score News 2, créé par les Anglais en 2012 et revisité en 2017, est calculé à partir de 7 éléments que sont la pression artérielle systolique, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation pulsée en oxygène, l'apport ou non d'oxygène, la température et l'évaluation de la conscience. Les colonnes encadrées en rouge sont les paramètres extrêmes attribuant d'emblée 3 points au score et nous les appellerons paramètres rouges au cours de cette présentation. L'addition des points permet de classer le patient en catégorie de risque de détérioration clinique. L'objectif de notre étude est d'évaluer l'utilisation du News 2 comme un outil d'aide au triage pour la reconnaissance des patients à risque de se dégrader rapidement dès le bilan des secours au centre 15 lorsque celui-ci est classé B2, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de signe de détresse de prime abord, mais que de nouvelles informations sont obtenues par rapport à l'appel initial reçu au centre 15. Il s'agit d'une étude observationnelle, descriptive, rétrospective et monocentrique réalisée au CHU de Reims du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Au total sont analysés 664 dossiers de patients transportés aux urgences via un moyen non médicalisé et dont le bilan B2 a été validé par un acteur du centre 15. Le patient est classé à risque élevé de dégradation clinique si le score News 2 est supérieur ou égal à 7 points ou s'il existe au moins un paramètre rouge. Le critère de jugement principal est défini par une prise en charge intensive ou un décès dans les 48 heures. L'analyse du critère de jugement principal montre que parmi les patients à risque élevé,
Lors du bilan, 22% bénéficient d'une prise en charge intensive ou décèdent dans les 48 heures, et à l'inverse, ceux à risque faible ou modéré n'en bénéficient pas ou ne décèdent pas dans les 48 heures. L'une des analyses secondaires permet d'observer que parmi les patients qui ont bénéficié d'une prise en charge intensive ou qui sont décédés dans les 48 heures, près de la moitié des bilans avaient été validés uniquement par un ARM et parmi eux, 43% étaient déjà à risque élevé. Pour conclure, un score News 2 élevé et la présence d'un paramètre rouge semble être associé à un risque non négligeable d'une prise en charge intensive ou d'un décès dans les 48 heures. Il pourrait ainsi contribuer, dès le centre 15, à identifier les patients à risque de se détériorer. Nous avons observé que les ARM étaient les principaux acteurs de la régulation des bilans des premiers secours non médicalisés. Voici un schéma permettant de visualiser la façon dont nous pourrions envisager l'utilisation du News 2 au centre 15. En cas de bilan B2, et si le News 2 est supérieur ou égal à 7 points, ou s'il existe un paramètre rouge, la validation par le médecin régulateur serait alors nécessaire. Et à l'inverse, si le médecin est occupé, l'ARM pourrait valider seul le transport vers une structure de soins. Une étude prospective serait évidemment à envisager pour valider cela. Merci. Ouais. Pile poil, bravo. Bravo tout le monde. Ah, j'adore ce truc.